L'histoire d'aujourd'hui nous vient de Paris. Je me tenais silencieusement au centre de la somptueuse salle de bal, ma main tendue vers l'homme arrogant dans son costume hors de prix. Je m'appelle Sophie Martin et j'ai 27 ans. Mais ce soir-là, j'ai été traitée comme un déchet indésirable à la fête. Je voulais simplement saluer poliment le nouveau petit ami de ma sœur pour faire preuve de courtoisie élémentaire lors de la célébration de leur contrat. Avant même que mes doigts ne puissent effleurer le tissu de sa veste, ma sœur s'est jetée en avant et a violemment repoussé ma main. L'impact a été si fort qu'un claquement sec a résonné dans le hall silencieux, tandis que tout le monde se retournait pour observer la scène. Elle m'a adressé un sourire narquois en essuyant sa main sur sa robe de créateur, comme si j'étais une maladie contagieuse, et a lancé la phrase cruelle. « S'il te plaît, il ne salue que les gens de son rang. » La salle a éclaté d'un rire méchant alors que les flashs des appareils photo crépitaient autour de nous pour immortaliser mon humiliation publique pour la diffusion en direct. Je n'ai ni pleuré ni fui comme elle s'y attendait, car je connaissais le secret qui allait la détruire. Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai gardé ma voix suffisamment stable pour que les microphones captent chacune de mes syllabes. Parfait. Tu viens d'annuler toi-même ton contrat à 5 millions d'euros. Elle a rejeté la tête en arrière et a ri encore plus fort, pensant que je délirais, mais elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Son sourire allait complètement disparaître dans exactement 5 minutes, lorsque le véritable propriétaire de l'entreprise franchirait la porte principale. Si vous avez déjà été manqué de respect par votre famille, dites-moi comment vous réagiriez dans les commentaires. Partagez cette histoire avec un ami et abonnez-vous pour plus de rebondissements choquants, de vengeances élégantes et de moments de vraie justice. 3 jours avant que la somptueuse célébration ne soit organisée à Paris, j'ai reçu une lourde enveloppe livrée directement à la porte de mon appartement. J'ai baissé les yeux sur le papier cartonné couleur crème, embossé de lettres dorées, qui sentait légèrement le parfum de niche qui était devenu la marque de fabrique de son expéditrice. L'invitation venait de ma sœur Camille, qui n'avait pas daigné m'adresser la parole depuis plus de 6 mois, jusqu'à ce qu'elle ait besoin d'un public pour sa gloire. J'ai retourné la carte luxueuse pour lire la note manuscrite au dos, tracée de son écriture pointue et anguleuse qui semblait toujours agressive. Le message m'ordonnait de venir voir comment les gens qui réussissent vivent leur vie, afin que je ne la mette pas dans l'embarras avec mon manque de style habituel. Elle me voulait là comme un accessoire, pour paraître encore plus accomplie en comparaison de sa jeune sœur en difficulté, qu'elle croyait toujours enchaîner les petits boulots. Camille trouvait toujours le moyen de faire en sorte que même un geste supposé gentil ressemble à une gifle cuisante qui laissait une marque durable. J'étais encore en train de fixer ce morceau de papier offensant lorsque mon téléphone s'est mis à vibrer sur le comptoir de la cuisine. C'était ma meilleure amie, Chloé, qui appelait pour prendre de mes nouvelles, car elle savait exactement quand les invitations étaient envoyées. J'ai répondu et mis le haut-parleur tout en marchant vers la baie vitrée pour admirer les toits de Paris. Chloé m'a immédiatement demandé si j'avais vraiment l'intention d'aller à cette soirée après tout ce que ma famille m'avait fait subir par le passé. Sa voix était remplie d'une inquiétude sincère, car elle avait été témoin des années de négligence affective que j'avais endurées de la part des personnes qui étaient censées m'aimer. Je lui ai dit que j'irais sans aucun doute à cet événement, mais pas pour les raisons qu'elle ou ma famille suspectaient. J'ai expliqué que je n'y allais pas pour célébrer un contrat, mais pour effectuer un audit final sur un investissement potentiel avant de signer le chèque. Chloé est restée silencieuse un instant avant de murmurer que je jouais à un jeu très dangereux avec des gens qui savaient exactement comment me blesser. La dynamique toxique de notre foyer avait toujours été douloureusement claire, dès que nous avons été assez grandes pour marcher et parler. Mon père, Robert, et ma mère, Hélène, avaient décidé très tôt que Camille était l'étoile de la famille, celle qui méritait toutes les ressources qu'ils possédaient. Ils ont investi toutes leurs économies dans ses cours de danse privés et ses leçons de mannequinat, tandis que je devais faire des petits boulots pour acheter mes propres fournitures scolaires. Je me souviens du jour où j'ai été acceptée dans une prestigieuse école de commerce avec une bourse d'excellence, tandis que Camille ratait ses partiels à la fac. Mes parents ont à peine reconnu ma réussite, trop occupés à consoler Camille et à lui acheter une nouvelle voiture pour la réconforter de son manque de concentration académique. Ils avaient créé un récit où Camille était un génie incompris, et où j'étais simplement le personnel de soutien invisible, existant pour la faire briller davantage. Robert et Hélène ne voyaient pas mon indépendance comme une force, mais comme une trahison, car je refusais de jouer le rôle du public admiratif pour leur enfant prodige.
Je me suis dirigée vers mon bureau et j'ai ouvert l'ordinateur portable sécurisé qui contenait les rapports financiers confidentiels de la marque de mode de Camille. L'invitation prétendait que cette fête célébrait une expansion massive, mais les chiffres sur mon écran racontaient une toute autre histoire, celle d'un désastre imminent. Son entreprise perdait de l'argent à un rythme alarmant car elle dépensait l'argent des investisseurs en luxe personnel plutôt qu'en développement de produits. Le contrat de 5 millions d'euros dont elle se vantait était la seule chose qui la séparait de la faillite totale. Elle avait demandé un financement à VB Capital, sans se rendre compte que les initiales signifiaient Valois et Beaumont, la société de la sœur même dont elle se moquait constamment à chaque réunion de famille. J'ai parcouru les notes de frais et vu des milliers d'euros gaspillés en voyage en première classe et en garde-robe de créateurs, tandis que ses fournisseurs restaient impayés depuis des mois. Cette fête n'était pas une célébration du succès, mais une tentative désespérée d'attirer un dernier investisseur pour maintenir l'illusion quelques mois de plus. J'ai fermé l'ordinateur portable et me suis dirigée vers ma penderie pour choisir l'armure que je porterais pour affronter les lions. J'ai écarté les tailleurs de marque et les bijoux coûteux que j'avais gagnés par mon propre travail acharné au fil des ans. J'ai attrapé un simple tailleur gris que j'avais acheté des années auparavant, lorsque je débutais dans le métier. Il était propre et professionnel, mais il criait la médiocrité et le manque de moyens à quiconque se souciait des symboles de statut. Je voulais ressembler exactement à l'échec qu'ils croyaient que j'étais, pour qu'ils se sentent à l'aise de me révéler leur vraie nature une dernière fois. Je ne porterai pas mes boucles d'oreilles en diamant ni ma montre de luxe, car ces objets exigeraient un respect qu'ils ne voulaient pas me donner. J'avais besoin qu'ils voient Sophie la déception, plutôt que Sophie la propriétaire silencieuse de la firme qui tenait leur destin entre ses mains. Ce serait le test final de leur caractère avant que je ne signe les documents qui les sauveraient ou les détruiraient. J'ai mis le simple tailleur gris dans mon sac et me suis préparé pour un dernier voyage à la maison, pour affronter les gens qui n'avaient jamais cru en moi. À 19h précises, le taxi m'a déposé devant les immenses grilles en fer forgé de l'hôtel particulier parisien. La longue allée était bordée de voitures de sport importées que je savais que Camille avait louées juste pour cette soirée, afin de créer une illusion d'immense prospérité pour ses invités. J'ai remonté le chemin de pierre sinueux et observé les lustres en cristal suspendus aux chaînes et les rubans de soie blanche flottant dans la brise fraîche. C'était un étalage de richesse à couper le souffle, en contraste frappant avec les chiffres rouges et les avis de retard de paiement que j'avais vus dans ces dossiers financiers à peine 24 heures plus tôt. Chaque bouteille de champagne millésimée servie par les serveurs en uniforme représentait un autre fournisseur qui ne serait pas payé ce mois-ci, car Camille privilégiait l'apparence à l'intégrité professionnelle. Elle avait construit un château scintillant sur des fondations de mensonges et de dettes qui s'effritaient rapidement sous ses talons de créateur. J'ai atteint les portes massives en chêne où mes parents se tenaient pour accueillir les invités avec des sourires forcés qui n'atteignaient pas leurs yeux. Ma mère a cessé de rire à l'instant où elle m'a aperçu, et son expression est passée immédiatement de celle d'une hôtesse accueillante à un dégoût pur. Elle a scanné mon simple tailleur gris de haut en bas avec un air horrifié, comme si je m'étais présentée à un gala en pyjama sale. « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce chiffon que tu portes à un événement aussi chic ?» a sifflé ma mère à voix basse, en se penchant pour que les autres invités fortunés n'entendent pas son ton venimeux. « Ne dis à personne que tu es ma fille, je refuse d'être associée à un tel manque de goût et de sophistication. » J'ai ouvert la bouche pour expliquer que c'était un tailleur professionnel, mais mon père s'est avancé pour me couper la parole. Il a ajusté sa cravate en soie coûteuse et m'a regardé avec la même profonde déception qu'il avait affichée toute ma vie. « Reste dans un coin et ne gêne pas les photographes », m'a ordonné papa d'une voix basse et sévère qui n'admettait aucune discussion. « Ce soir, c'est la soirée de Camille, alors ne la gâche pas avec ta présence ou ta médiocrité déprimante. »« Je suis juste venu la féliciter, papa », ai-je répondu calmement, en maintenant son regard pour lui montrer que ces mots n'avaient plus le pouvoir de me blesser comme autrefois. Avant qu'il ne puisse me gronder à nouveau, les doubles portes se sont ouvertes en grand et Camille est sortie sur le perron, telle une reine saluant ses loyaux sujets. Elle portait une robe sur mesure scintillante qui avait probablement coûté plus que l'ensemble de sa masse salariale du dernier trimestre. Ses yeux ont balayé la foule d'admirateurs avant de se poser brièvement sur moi, sans aucune reconnaissance ni chaleur. Elle n'a même pas fait de pause pour dire bonjour à la sœur qu'elle avait invitée à cette mascarade juste pour se moquer. Elle a simplement claqué des doigts en direction d'un serveur qui passait et a pointé un doigt manucuré dans ma direction avec un air d'agacement extrême.
Veuillez escorter cette personne vers la zone de service près des cuisines, elle bloque le passage des invités VIP, a ordonné Camille sans me regarder à nouveau. Le serveur avait l'air désolé en me guidant loin de l'entrée, mais je l'ai suivi volontiers car l'ombre m'offrait un point de vue parfait. Je me suis tenue dans un coin de la salle de banquet et j'ai regardé ma sœur jouer son rôle de PDG à succès pour la foule crédule. Je l'ai vue rire avec charme aux blagues d'investisseurs fortunés dont elle espérait qu'il lui signerait un chèque pour couvrir ses dettes croissantes. Puis j'ai vu son visage se transformer en un masque de cruauté à l'instant où une serveuse a accidentellement marché sur l'ourlet de sa longue robe. Camille a attrapé le bras de la jeune femme et lui a murmuré quelque chose qui l'a fait pâlir et s'enfuir, les larmes aux yeux. C'était une leçon magistrale de manipulation et de duplicité qui confirmait tout ce que j'avais besoin de savoir sur la personne à qui j'avais affaire ce soir. J'ai bu une gorgée d'eau et j'ai attendu que le vrai spectacle commence, car je savais que ce château de cartes était sur le point de s'effondrer. 30 minutes plus tard, l'éclairage d'ambiance chaleureux de la salle principale s'est complètement éteint pour laisser place à un unique projecteur aveuglant qui fendait l'obscurité. Le brouhaha des invités s'est tu pour faire place à un silence respectueux, tandis que tous les regards se tournaient vers l'estrade où ma sœur attendait son moment. Camille est entrée dans le cercle de lumière avec la grâce étudiée d'une femme qui croyait que l'univers entier tournait autour de ses désirs. Elle a ajusté le pied du microphone et a offert un sourire éblouissant, répété à la perfection pour les caméras qui enregistraient l'événement. Elle a fait un geste théâtral vers l'ombre au bord de la scène, comme si elle dévoilait un chef-d'œuvre plutôt qu'une personne. Laissez-moi vous présenter Hugo Dubois, a annoncé Camille d'une voix tremblante d'une émotion théâtrale. Voici l'homme exceptionnel qui a changé ma vie et m'a aidé à réaliser mon véritable potentiel. Un homme dans un smoking impeccable est sorti de l'ombre et a pris le micro de sa main avec un air de confiance suprême. Hugo Dubois était séduisant d'une manière conventionnelle, mais il y avait dans ses gestes un côté mielleux qui me rappelait un vendeur un peu trop habile essayant de masquer un défaut. Il a regardé l'océan de visages fortunés et a hoché la tête lentement, comme s'il leur accordait un grand honneur simplement en existant dans la même pièce. Merci à tous, a dit Hugo en enlaçant possessivement la taille de Camille. Il est rare de trouver une partenaire qui comprenne les exigences de notre style de vie. Le monde est divisé en deux types de personnes. Il y a les gagnants, comme nous, ici dans la lumière, et puis il y a les perdants, là-bas dans l'ombre à servir le vin. Une vague de rire gêné a parcouru la salle, mais la plupart des invités ont hoché la tête en signe d'approbation, car son arrogance validait leur propre sentiment de supériorité. J'ai senti un œuf froid se former dans mon estomac alors que je fixais son visage avec plus d'insistance, car un souvenir soudain se frayait un chemin à la surface de ma mémoire. J'ai réalisé avec un sursaut que ce n'était pas la première fois que je voyais Hugo Dubois exécuter exactement le même numéro. 2 ans plus tôt, il s'était assis en face de moi dans une salle de réunion pour me présenter un business plan désastreux pour une marque de luxe qui n'avait aucun chiffre d'affaires et aucun produit viable. J'avais personnellement rejeté sa demande de financement car tout son modèle économique reposait sur des schémas de Ponzi et des slogans marketing creux. Il n'était pas le magnate du luxe qu'il prétendait être, mais un escroc professionnel qui passait d'une femme riche à l'autre pour financer ses délires de grandeur. Mon père s'est soudainement matérialisé à côté de moi dans l'ombre et s'est penché pour s'assurer que j'entendrais ces mots par-dessus les applaudissements. Il a levé les yeux vers Hugo avec une expression d'adulation pure qui était douloureuse à voir. « Tu vois ça, Sophie ?» a murmuré papa avec un sourire narquois et cruel. « Voilà le genre d'homme que tu ne pourras jamais approcher de toute ta vie, alors tu ferais bien de prendre des notes. » Je me suis tournée pour regarder mon père et j'ai ressenti une étrange pitié pour son aveuglement, plutôt que de la colère face à son insulte. « Je n'en serais pas si sûre, papa, ai-je répondu avec un léger sourire qui l'a déconcerté. La musique a de nouveau enflé alors que Camille et Hugo commençaient à descendre les escaliers pour se mêler à la foule. Ils se sont déplacés dans la pièce comme des monarques en tournée de victoire, s'arrêtant à chaque table pour accepter les louanges et les compliments. Je les ai regardés serrer la main des politiciens locaux et des banquiers, tout en évitant soigneusement tout contact visuel avec les serveurs qu'ils venaient d'insulter. Ils traversaient lentement la salle, suivant une trajectoire qui les mènerait directement là où je me tenais. J'ai redressé ma veste et je me suis préparée à la confrontation, car je savais qu'ils ne pourraient pas résister à l'envie de jubiler quand ils me verraient enfin. La distance entre nous se réduisait à chaque pas, et je suis restée impassible, attendant la collision inévitable de nos deux mondes si différents.
Lorsque l'horloge ancienne du couloir a sonné 8 heures, j'ai décidé que cette mascarade ridicule avait assez duré pour une soirée. J'ai redressé les revers de mon simple tailleur gris et je me suis éloigné de la sécurité du coin sombre d'où j'avais observé le cirque pendant la dernière heure. J'ai commencé à marcher d'un pas déterminé et régulier vers le centre de la salle de bal où la célébration atteignait son apogée sonore. La foule s'est lentement écartée à mon passage, car mon changement soudain de comportement semblait déconcerter les personnes qui m'avaient ignoré quelques instants auparavant. Mon père, Robert, a tenté de m'attraper le bras pour m'arrêter quand il a vu où je me dirigeais, mais je l'ai esquivé sans effort et j'ai gardé les yeux rivés sur le couple qui se tenait sous le lustre en cristal. Le brouhaha dans la pièce a commencé à se transformer en un murmure lorsque les invités ont réalisé que la sœur invisible osait s'approcher des vedettes de la soirée sans y avoir été invitée. Je me suis arrêtée juste en face du couple en fête et j'ai attendu qu'ils reconnaissent ma présence avant de passer à l'action. Camille m'a regardé avec agacement tandis qu'Hugo me fixait d'un air absent, comme s'il essayait de se souvenir où il avait déjà vu mon visage. J'ai tendu ma main droite dans un geste de courtoisie professionnelle que j'utilisais tous les jours en conseil d'administration pour saluer mes pairs et mes rivaux. J'ai regardé l'homme dans les yeux et j'ai parlé clairement pour que toutes les personnes à proximité puissent entendre mes mots sans effort. Bonsoir, Hugo. J'ai beaucoup entendu parler de vous, alors félicitations pour votre nouveau poste. L'air dans la pièce a semblé se figer pendant une fraction de seconde avant que ma sœur Camille ne se jette en avant avec la férocité soudaine d'un animal sauvage défendant son territoire. Elle a balancé son bras dans un large arc violent et a giflé ma main avec une telle force que le bruit de la peau frappant la peau a claqué comme un coup de fouet dans le silence. L'impact a été si puissant que ma main a été projetée en arrière et une sensation de brûlure s'est immédiatement propagée dans mes doigts. La musique s'est arrêtée instantanément alors que chaque personne dans la pièce se tournait pour observer le spectacle d'agression physique qui venait de se produire. Je n'ai ni frotté ma main ni montré le moindre signe de douleur, car je refusais de lui donner la satisfaction de me voir blessé. Hugo a reculé comme s'il avait failli être contaminé par un virus mortel et a immédiatement sorti un mouchoir en soie blanche de la poche de sa veste pour essuyer frénétiquement la manche de son costume. Il m'a regardé avec un rictus de dégoût absolu tout en inspectant le tissu coûteux à la recherche de tout dommage imaginaire que j'aurais pu causer par ma brève proximité. Il a secoué la tête avec incrédulité et a ri cruellement tout en faisant mine de brosser les germes invisibles que j'aurais prétendument propagés sur sa tenue. Ma chérie, as-tu la moindre idée du prix de ce costume sur mesure ? Alors ne le touche plus jamais, a ricané Hugo en remettant son mouchoir dans sa poche avec une fioriture. Camille s'est placée devant lui pour créer une barrière entre nous et s'est tournée vers les caméras professionnelles qui diffusaient l'événement en direct à ses milliers d'abonnés. Son visage était rouge de l'excitation du pouvoir et elle a porté le coup de grâce pour m'humilier complètement devant son public adorateur. Elle a crié à plein poumon pour que le monde entier entende son verdict sur ma valeur en tant qu'être humain. S'il te plaît, il ne salue que les gens de son rang. Alors dégage d'ici et retourne à la plonge tout de suite. La salle entière a éclaté d'un rugissement de rire cruel tandis que les riches invités me pointaient du doigt, amusés par ma disgrâce publique. Ma mère, Hélène, a couvert sa bouche pour cacher son sourire tandis que mon père secouait la tête comme s'il avait honte d'être apparenté à quelqu'un qui ne connaissait pas sa place. Les flashs des appareils photo ont crépité comme des éclairs pour capturer l'air de défaite qu'ils s'attendaient à voir sur mon visage. Ils pensaient que je me tenais là en silence parce que j'avais honte de mon existence, mais ils se trompaient complètement sur ma réaction. Je suis restée là, au milieu du bruit assourdissant, et j'ai senti une étrange sensation de calme m'envahir, car ils venaient de me donner exactement ce dont j'avais besoin pour les détruire. La douleur dans ma main n'était rien comparée à la satisfaction que je ressentais, sachant qu'ils venaient de sceller leur propre destin en direct. J'ai regardé Camille, qui se prélassait sous les applaudissements de la foule, et j'ai attendu patiemment le moment inévitable où ces rires se transformeraient en cris. 5 minutes après que ce rire moqueur a rempli la salle, les immenses portes doubles de l'hôtel particulier se sont soudainement ouvertes pour la deuxième fois. Le chêne lourd a claqué contre les murs avec un fracas assourdissant qui a instantanément réduit au silence les ricanements cruels des invités fortunés. Toutes les têtes dans la salle de bal se sont tournées vers l'entrée pour voir qui oserait interrompre un événement en direct aussi prestigieux avec une entrée aussi spectaculaire.
Arthur Dubois est entré dans la pièce, vêtu d'un costume noir impeccable qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an, flanqué d'une équipe de 4 associés à l'air sérieux portant d'épaisses mallettes en cuir. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés alors que sa présence imposante balayait l'espace comme un vent froid. Arthur était une légende dans le monde de la finance parisienne, connu pour son efficacité impitoyable et sa capacité à détruire des entreprises d'une seule signature. Camille et son petit ami Hugo ont immédiatement cessé de jubiler dès qu'ils ont reconnu l'homme qui marchait vers eux. Leurs visages sont passés instantanément d'expressions de cruauté arrogante à des airs de flagornerie désespérée, pathétiques à voir. Ils ont failli se marcher dessus dans leur hâte de s'avancer pour saluer l'homme qu'ils croyaient être leur sauveur. Camille a lissé sa robe et a affiché son plus charmant sourire tout en tendant les deux mains dans un geste d'extrême bienvenue. « Oh, monsieur Dubois, nous sommes si soulagés que vous soyez enfin là, nous vous attendions pour signer le contrat », a gloussé Camille d'une voix tremblante. « Veuillez excuser le dérangement, nous étions juste en train de nous occuper d'une personne indésirable qui a gâché notre fête. » Arthur Dubois n'a même pas scié en passant devant ses mains tendues comme si elle était complètement invisible à ses yeux. Il n'a ni ralenti son rythme ni accusé réception de sa présence, la laissant là, les bras ouverts, à étreindre le vide. Toute la salle a observé, stupéfaite et confuse, l'homme le plus puissant de la pièce marcher droit vers le coin où se tenait la fille de la plonge. Arthur s'est arrêté juste devant moi et a ignoré les halètements de choc qui ont parcouru la foule. Il a redressé sa cravate puis s'est incliné dans une profonde et respectueuse révérence, habituellement réservée à la royauté ou au chef d'État. « Je suis terriblement désolé de mon retard, Madame la Présidente », a dit Arthur d'une voix forte et claire qui a porté jusqu'à chaque coin de la salle silencieuse. La circulation en sortant de la Défense était pire que prévu. Mais j'ai les documents prêts pour votre examen. Un silence de plomb s'est abattu sur la salle de bal, si profond qu'on pouvait entendre la glace fondre dans les seaux à champagne. Camille avait l'air d'avoir été frappée par une brique, tandis qu'Hugo se tenait là, la bouche bée d'incrédulité. Arthur s'est retourné lentement et s'est dirigé vers la scène pour prendre le micro de la main tremblante de l'animateur déconcerté. Il a regardé la mère de visage perplexe et a ajusté ses lunettes avant de livrer la nouvelle qui allait faire voler en éclats leur réalité. « Mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter officiellement la personne qui signe mes chèques de paie », a annoncé Arthur avec un regard d'acier. « Voici Sophie Martin, la présidente et unique propriétaire de Valois et Beaumont Capital, et l'actionnaire majoritaire du fonds d'investissement que vous courtisez tous ce soir. » La couleur a quitté si rapidement le visage de Camille qu'elle ressemblait à une statue de cire sur le point de fondre sous la chaleur des projecteurs. Elle a reculé de quelques pas et s'est agrippée au bord d'une table pour ne pas s'effondrer. Arthur a tourné ses yeux froids vers elle et a continué de parler dans le micro avec le ton d'un juge prononçant une sentence de mort. Et sur ordre direct de la présidente Martin, je suis ici pour annoncer que le contrat de 5 millions d'euros est officiellement et immédiatement annulé en raison d'une violation de notre clause de conduite morale. Hugo a secoué la tête violemment comme s'il essayait de se réveiller d'un terrible cauchemar. Il a regardé tour à tour Arthur et moi, les yeux écarquillés de panique et de déni. « Présidente ? C'est impossible, ce n'est qu'une moins que rien, » a balbutié Hugo en pointant un doigt tremblant vers moi. Ce n'est qu'une. Vous n'êtes pas assez haut placé pour lui adresser la parole, le coupa Arthur d'une voix qui claqua comme un fouet. Je vous suggère de garder le silence avant de creuser votre tombe encore plus profondément. Immédiatement après la déclaration cinglante d'Arthur concernant le contrat annulé, l'atmosphère de la fête somptueuse a sombré dans un chaos absolu. Le silence stupéfait qui avait captivé la salle s'est instantanément brisé en 1000 voix en colère criant les unes par-dessus les autres. L'illusion de succès que Camille avait soigneusement construite pendant des années s'est évaporée en une seule seconde, ne laissant derrière elle que la laide vérité de son échec. Les riches investisseurs qui buvaient son champagne et riaient de ses blagues quelques instants auparavant ont commencé à se ruer vers les sorties comme des rats fuyant un navire en perdition. Ils ont sorti leur téléphone pour annuler frénétiquement des virements bancaires et ont hurlé des ordres furieux à leurs assistants de couper immédiatement tous les liens avec la famille Martin. Un banquier éminent s'est arrêté près des portes en acajou et a crié assez fort pour que tout le monde dans le hall entende son verdict final sur l'affaire. Si VB Capital se retire de ce marché, alors nous aussi, car toute cette entreprise est de toute évidence une fraude massive.
Camille a regardé son empire en ruine avec des yeux écarquillés de panique avant de concentrer sa rage sur la seule cible qu'elle savait blâmer. Elle s'est jetée sur moi et a agrippé mon bras avec des griffes désespérées, comme si elle pouvait physiquement me forcer à annuler la décision. Elle a hurlé à mon visage, de la salive volant de sa bouche et son maquillage coulant sur ses joues entraîné de larmes noires. « Tu m'as piégée, Sophie. Tu as tout manigancé juste pour m'humilier devant tout le monde. Tu es un serpent. » J'ai baissé les yeux vers sa main qui agrippait la manche de mon tailleur gris, puis je l'ai repoussé d'un mouvement lent et délibéré qui signalait mon indifférence absolue à son hystérie. Je n'ai pas élevé la voix, car je n'avais plus besoin de crier pour être entendue. « Je ne t'ai tendu aucun piège, Camille, » ai-je répondu d'une voix aussi froide que le vent d'hiver dehors. Tu t'es piégée toute seule avec ton attitude répugnante et ton arrogance, parce que tu pensais pouvoir traiter les gens comme de la saleté sans conséquence. Hugo Dubois a regardé les investisseurs partir et a réalisé que sa poule aux œufs d'or s'évaporait sous ses yeux. Il s'est retourné instantanément contre Camille avec la méchanceté d'un animal acculé. Il a pointé un doigt tremblant vers son visage et a hurlé si fort que sa voix s'est brisée. Tu m'avais dit que c'était une ratée. Tu as dit que ce n'était personne, qu'elle faisait la plonge pour vivre. Tu as détruit ma réputation et ruiné ma carrière. Hugo a tenté de sprinter vers la sortie de service pour échapper au désastre avant que quiconque puisse lui réclamer de l'argent, mais un mur de garde de sécurité costaud lui a barré le chemin. Le directeur du traiteur s'est avancé avec une facture épaisse à la main et un air de détermination sinistre sur le visage. Personne ne quitte ce bâtiment tant que le solde de 50 000 € pour cette soirée n'est pas réglé intégralement, a annoncé le traiteur en croisant les bras sur sa poitrine. Mes parents ont assisté à la scène avec horreur et ont réalisé que leur enfant prodige était fini. Ils ont immédiatement changé de camp avec une rapidité vraiment écœurante à voir. Ma mère, Hélène, s'est précipitée vers moi, des larmes coulant sur son visage qui semblait entièrement fausse. Elle a essayé d'attraper mes mains pour les serrer contre sa poitrine. Sophie, ma fille chérie, j'ai toujours su que tu étais spéciale et talentueuse, a sangloté maman en essayant de me regarder dans les yeux. S'il te plaît, tu dois aider ta sœur, nous sommes une famille et nous t'aimons tellement. Mon père, Robert, se tenait derrière elle, hochant la tête avec enthousiasme, comme s'il ne venait pas de m'insulter une heure plus tôt en me disant de rester dans mon coin. J'ai reculé pour éviter son contact et je les ai regardés sans aucune émotion dans les yeux. Ne m'appelez pas votre fille, ai-je dit fermement en fixant les personnes qui avaient fait de mon enfance un cauchemar. Vous avez perdu le droit d'utiliser ce titre il y a bien longtemps, lorsque vous avez choisi de me traiter comme une étrangère dans ma propre maison. Je me suis tournée vers Arthur, qui attendait mes ordres, et j'ai donné l'instruction finale qui scellerait leur sort. Procédez au recouvrement immédiat des créances pour les prêts en cours et saisissez les garanties. J'ai tourné le dos à ma famille en pleurs et j'ai quitté la salle de bal sans un regard en arrière. Un mois s'est écoulé depuis cette nuit fatidique à Paris et tout est enfin rentré dans l'ordre. J'étais assise dans mon bureau d'angle chez VB Capital et je regardais le journal télévisé local sur l'écran mural. Le gros titre annonçait la faillite totale de l'empire familial Martin et la saisie de leurs biens par la banque pour rembourser leur liste massive de créanciers. La caméra a balayé les grilles de l'hôtel particulier où l'avis de saisie était désormais agrafé bien en vue. Les voitures de luxe avaient disparu et les lumières étaient éteintes, car l'illusion de la richesse avait finalement été brisée par le marteau de la réalité. Mes parents ont été contraints de déménager dans un petit appartement de location en banlieue, où ils passent désormais leur journée à blâmer tout le monde sauf eux-mêmes pour leur chute. Le rebondissement le plus satisfaisant concernait ma sœur Camille, qui avait passé toute sa vie à se moquer des gens qui travaillaient dans le secteur des services. J'ai reçu une photo d'une ancienne connaissance qui l'avait aperçue en train de faire le service du midi dans un restaurant routier à 3 villes de là. Elle portait un uniforme taché et un lourd plateau de vaisselle sale, tandis qu'un client impoli lui criait dessus pour s'être trompé dans sa commande. Elle vivait enfin la réalité qu'elle m'avait souhaitée pendant tant d'années. Et j'espérais que cette expérience lui apprendrait l'humilité qui lui avait manqué depuis sa naissance. Hugo Dubois ne s'en est pas mieux sorti, car la médiatisation de la diffusion en direct a incité ses anciens partenaires commerciaux à examiner ses comptes de plus près. Il faisait actuellement face à de multiples mises en examen pour fraude financière et escroquerie aggravée concernant ses combines passées. La haute société qu'il avait désespérément essayé d'impressionner l'avait complètement mis au ban.
Et il n'était désormais célèbre que pour être un escroc qui s'était fait prendre la main dans le sac devant les caméras. J'ai éteint la télévision et j'ai regardé les toits de Paris avec une sensation de légèreté dans la poitrine que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'étais libérée de la toxicité et du besoin constant de prouver ma valeur à des gens déterminés à ne pas me comprendre. Ma vie était désormais remplie de personnes qui me respectaient pour mon intelligence et ma gentillesse, plutôt que pour mon nom de famille ou mon compte en banque. Toute cette expérience m'a appris 3 leçons inestimables que je porterai avec moi pour le reste de ma vie. La première leçon est que le karma observe toujours et qu'il fonctionne comme un boomerang. L'énergie que vous envoyez dans le monde finira par vous revenir avec une force égale. Si vous semez les graines de l'arrogance et de la cruauté, vous récolterez finalement la destruction et la solitude. Ma sœur se croyait intouchable. Mais elle a oublié que plus on grimpe sur une échelle de mensonges, plus la chute est dure quand elle se brise. La deuxième leçon concerne la véritable nature de l'estime de soi. Vous ne devez jamais laisser une autre personne déterminer votre valeur en fonction de ses critères superficiels. Ma famille pensait que j'étais une ratée parce que je portais un tailleur gris et que je conduisais une voiture modeste, mais ils n'ont pas vu l'empire que j'avais bâti de mes propres mains. La vraie valeur vient de vos capacités, de votre intégrité et de votre résilience face à l'adversité. Elle ne vient pas des étiquettes de créateurs, des hôtels particuliers loués ou de l'approbation d'étrangers. La dernière et plus importante leçon concerne la définition de la famille. Partager un ADN avec quelqu'un ne lui donne pas le droit de vous maltraiter ou de vous manquer de respect. On nous apprend souvent que nous devons pardonner à notre famille quoi qu'il arrive. Mais c'est un mensonge dangereux qui nous maintient piégés dans des cycles de douleur. Parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire pour vous-même est de couper le cordon et de vous éloigner des personnes qui vous font du mal. Vous avez le droit de choisir votre propre famille et de vous entourer de personnes qui vous aiment vraiment. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire et de m'avoir accompagné dans ce voyage de l'ombre à la lumière. Si vous avez déjà eu affaire à des membres de votre famille toxiques ou à des personnes arrogantes qui vous ont sous-estimé, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, car je les lis tous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires sur la justice et la résilience.